Vous rêvez d'une vie plus épanouie et harmonieuse? Et si la solution était dans les couleurs qui vous entourent? ABC Talk vous propose de découvrir les secrets du pouvoir des couleurs avec Marianne Sauzé, architecte d'intérieur et designer depuis plus de 30 ans. Dans cette masterclass exclusive, elle vous révèle sa méthode unique, la Color Décothérapie. Plus de 7000 personnes ont déjà expérimenté cette approche révolutionnaire et en ont constaté les bienfaits. Pour assister à la masterclass Le mystère des couleurs, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description. Pour moi, le cœur, c'est l'harmonie des hommes. Plus on est ensemble, mieux ça marche. Oui. Il faut s'aider, il faut se tirer les uns les autres. Celui qui n'arrive pas, il se fait aider par celui qui arrive. La communion. La communion, il n'y a rien de plus heureux que la communion. On vit avec les gens. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode d'À la lumière des nombres. Mon invité d'aujourd'hui est un artiste complet. Comédien talentueux, chanteur, imitateur et tant d'autres choses. Vous allez voir aussi, c'est le premier 8 que j'ai l'honneur de recevoir sur le plateau d'ABC Talk. Vous allez voir aussi qu'il a des qualités humaines que j'avais envie de vous partager. Bienvenue à la lumière des nombres de Mehdi Sadoun. Hello Mehdi. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Ça a été l'interview la plus rapide entre le moment où je me suis réveillé et le moment où je me retrouve sur le plateau. Ouais, t'étais au lit il y a encore un quart d'heure, c'est ça? Ouais, il est 8h. Bon, ça va, t'es réveillé? Oui, ça va. Ouais. On laisse agir l'instinct comme ça. Exactement. On n'a pas le temps de réfléchir. Bon alors, est-ce que tu as des choses à nous partager, notamment par rapport au nombre? Moi, je peux te dire que ton thème, il est riche et très intéressant. Est-ce que tu as un nombre fétiche? Moi, j'aime bien mon chiffre du 8 juillet, ma date de naissance, le 8. Ouais. On m'a toujours dit que le 8, c'était l'infini, donc je reste là-dessus. C'est l'abondance aussi. C'est l'énergie de la justice. Et c'est ton chemin de vie. Alors Mehdi, je l'ai dit en introduction, tu as de multiples talents. On t'a surtout connu. Enfin, moi, je t'ai découvert dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Mais est-ce que tu étais prédestiné à devenir comédien? Parce que j'ai vu que tu n'avais pas fait de cours de théâtre. Je crois que tu as un BTS en com. Ouais, Action Co. Alors, je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu parce que je l'ai fait en alternance. Ok. Et j'allais en BTS avant même d'avoir le bac. Donc du coup, le bac, je m'en foutais. Puisque c'était l'époque où ils te proposaient d'être en BTS au mois de janvier. C'est-à-dire que tu pouvais aller en BTS avec ou sans bac. Donc au mois de janvier, je passe les concours pour aller en BTS. Évidemment, c'était des boîtes Afrique un peu. Donc tu avais l'impression d'être un super puissant en toutes les matières au moment du concours. Parce qu'au mois de fin janvier, on te dit voilà, vous êtes en BTS pour l'année prochaine. Donc le bac, vous vous en foutez. Et moi, j'étais comme ça jusqu'au mois de juin pendant que tous mes potes étaient en train de travailler. Et puis ouais, j'ai fait un BTS action commerciale, donc il fallait être en costard cravate et tout à l'école, je me souviens. Donc c'était 3 jours à l'école, 3 jours en entreprise, 3 jours à l'école, 3 jours en entreprise. Sauf qu'une fois arrivé en classe, on était content de retrouver nos copains et foutre le bordel. Et puis en plus, c'était même pas des profs qui enseignaient, c'était des mecs qui venaient, c'était des professionnels qui venaient, ils parlaient dans leur barbe et tout. Donc impossible évidemment de valider le diplôme parce qu'on comprenait rien, on n'avait pas le temps, il n'y avait pas de suivi. Mais ouais. Tu vois, tu me poses une question et je vais super loin après. Non, je ne m'arrête plus. Mais c'est trop bien, mais en fait, on est là pour te découvrir justement à la lumière de tes nombres. Mais du coup, le métier de comédien, t'as pas fait de théâtre Non. Mais c'était pas un peu une vocation innée parce que t'imitais pas un peu tes camarades dans la cour d'école Ouais, c'est ça. En fait, écoute, j'ai toujours été dans le mimétisme. Alors, j'ai grandi dans un quartier du 13e arrondissement très très cool. C'était dans les tours du 13e arrondissement. Donc, elles ont été construites en 73 et moi, je suis arrivé dedans en 74. Les Olympiades, c'est ça? Les Olympiades et Villa d'Est, principalement entre Porte de Choisy et Porte d'Ivry. Donc, il y avait vraiment il y avait une quarantaine de tours. Et il y avait un côté un peu Brooklyn parce qu'il y avait pas de voiture qui passait en bas et on se retrouvait tous, en fait,
en bas à jouer tous ensemble. Et principalement avec une grosse communauté asiatique qui venait d'arriver, puisque les Boat People sont arrivés en 75. D'ailleurs, je crois que cette année, c'est les 50 ans des Boat People. Okay. Et ils ont été tout de suite logés dans les tours du 13e arrondissement, qui à la base avait été construite pour les cadres parisiens. Ils voulaient faire la défense numéro 2 un peu, pour que les cadres parisiens se mettent en hauteur comme ça, à 30 étages. Mais donc ça a été un échec immobilier. Et du coup, ils ont logé tous les Asiatiques. Et je me suis retrouvé au milieu de toute la communauté d'Asiatiques, comme ça, de la maternelle jusqu'au collège. Donc on descendait de la tour et on jouait avec tout le monde. Donc il y avait les Asiatiques, différentes diasporas, et on était dehors, sans voiture, on traînait dehors. Donc une tour, pour moi, ça représentait un village. Il y a l'équivalent d'un village dans une tour. Donc on est en vertical, comme ça, et chaque village se retrouvait en bas. On jouait, il n'y avait aucune inquiétude. Mes parents, enfin, on arrivait 2 ans en retard à la maison, on ne nous disait pas où est-ce qu'il est. C'était vraiment, il y avait une vraie confiance. Ouais. Et donc, en côtoyant tous ces enfants à l'âge de 4 ans en bas de chez moi et à l'école, qui étaient principalement de la communauté asiatique, eh ben, moi, j'étais personnellement dans le mimétisme. Parce que quand tu as 3 ans, on entend l'accent français avec l'accent asiatique, l'accent français avec l'accent africain, parce que c'était vraiment des diasporas de première génération, eh ben, automatiquement, quand on entend parler français avec un autre accent que l'accent français, on n'a pas l'impression de parler la même langue, instinctivement. Ouais. Donc, je prenais l'accent de celui qui était en face de moi. Donc, ça a commencé comme ça, avec l'accent asiatique. Comme disait Gold, Gold, c'était le groupe de chanteurs à l'époque, il disait « il parle à demi-mot ». Dans sa chanson « il parle à demi-mot ». Donc, il parlait vraiment à demi-mot. Au lieu de dire « je vais aller manger », c'est « moi à manger ». Directement. Donc, moi, je parlais comme ça. « Toi à manger », ok. Et puis, même après, c'était devenu n'importe quoi. Et voilà, par empathie, on voulait s'aligner au discours de l'autre. Et puis, c'est comme ça que les accents sont arrivés. Et puis, l'amour de l'autre, l'envie de vouloir être l'autre. Tu vois, je m'arrête plus quand je parle. C'est parti. Mais je sais plus où je vais là. Je suis sur un océan là. Non, mais c'est très bien. Non, mais justement, tu es en train de donner des arguments au nombre qui sont les tiens. Ah d'accord, ok. Donc oui, alors pour répondre à ta question, non, le théâtre, non. La comédie, non. Je crois que ma mère, moi je suis le petit dernier. Combien d'enfants ? J'ai un grand frère et une grande sœur. Je suis arrivé vraiment à la fin, 10 ans après ma sœur et 13 ans après mon frère. Je crois que j'étais pas spécialement programmé, entre guillemets. Et puis, ils avaient moins la patience, donc allez dehors. Donc, j'ai appris un peu dehors, les gens. Donc, tu as appris la débrouillardise et en même temps, ça te va bien puisque tu es 5 en chemin d'expression. Et le 5, c'est celui justement qui aime bien découvrir toutes les cultures, toutes les ethnies, qui aime bien la diversité, le voyage. Tu vois, tu as quelque chose finalement aussi, tu as une clé d'évolution. Donc, la clé d'évolution, c'est l'addition de ton mois et de ton jour de naissance. Ça fait 6. Et le 6, c'est le nombre de la communauté. Donc, tu vois, il y a quelque chose finalement en toi qui est revenu expérimenter un maximum de choses, de cultures, de sensations avec plein de gens, plein de choses. Et le côté un peu, j'ai presque envie de dire, sans que ce soit péjoratif, que tu es un artiste un peu couteau suisse. J'ai l'impression qu'on peut te mettre un peu partout, que tu es très flexible, que tu sais t'adapter. Mais j'ai l'impression que tu as un peu tous les talents, tu vois, parce que je t'ai déjà entendu chanter, je sais que tu as fait du gospel. Je t'ai vu imiter l'assistante sociale, tu me fais trop rire quand tu imites l'assistante sociale. D'ailleurs, je voudrais que tu fasses la fin de l'interview avec la voix de l'assistante sociale. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Moi, ça correspond à C'était la mère de mon meilleur copain à l'époque. Mais tout ça, c'est du vécu, en fait. J'ai jamais spécialement cherché à imiter parce que je trouvais pas ça super drôle, spécialement un accent. L'accent, c'était plus pour s'aligner à mes amis qui avaient l'accent. Donc instinctivement, comme j'entendais un accent en face de moi, je répondais avec l'accent parce que ça me semblait logique d'être dans le même groove, entre guillemets. On ne pouvait pas me dire, par exemple, « Toi, tu veux manger dans 2 minutes ?» Oui, absolument. Pour moi, ce n'était pas la même langue. Il fallait que je dise « Ouais, d'accord, je vais manger. » Je prenais vraiment le... J'ai peut-être aussi... il y a une petite oreille musicale parce que je commençais par la musique qui faisait que, automatiquement, si j'ai ce son-là, il va falloir que je le ressorte. Comme mon ami antillais qui parlait comme ça à l'époque, il n'y a pas de problème, c'est très machin, il y a un truc très cool. Il fallait que je parle de cette même manière-là, parce que si je répondais, d'accord, il y a pas, moi, il y a un problproblème de, il y avait une dissonance quelque part. Ouais. Donc ça a été que pour ça, mais ça n'a jamais été parce que l'accent me faisait rire. Moi, je trouvais super beau l'accent, la langue de Molière utilisée par une autre contrée du monde. C'est assez fou. Nous, si par exemple on arrive, j'ai une bêtise, mais par exemple au Cameroun et qu'on parle la langue locale avec notre accent parisien, je sais pas ce que ça donne.
Oui, Tu vois, donc totalement. je pense qu'il y en aurait un qui essaierait peut-être de nous arrondir un petit peu son accent africain pour qu'on comprenne mieux sa langue. Mais en fait, c'est comme ça que je justifie. C'est-à-dire que si on va au Texas et qu'il y a un Texan qui prend vraiment l'accent français en nous disant You want to go to... Là, on se dit, ah ouais, le mec fait un effort Non, mais ouais, pour qu'on comprenne l'anglais. Alors que s'il gardait son accent texan, on ne comprendra rien. exactement. Non, mais je te Donc suis c'était vraiment un totalement. peu dans cette logique-là, voilà, l'empathie. Mais il y a aussi chez toi, tu vois, ce côté humoriste. T'as jamais eu envie de faire de l'humour, des one-man shows, des choses comme ça? Là, le nombre de fois qu'on me l'a proposé, avec des possibilités de faire des premières parties de grandes personnes et tout, mais j'ai jamais eu Des clics? ce déclic, tout simplement parce que j'ai pas envie de donner rendez-vous aux gens à 20h pour rigoler. J'ai envie de garder ça pour moi, en fait. Pour maintenant, pour l'instinct, pour quelque chose qui arrive le matin au réveil et tout. Parce que j'ai peur de... C'est même pas la peur d'être sur scène ou j'ai pas spécialement... J'ai pas envie de communier avec le public. C'est que j'ai peur d'intellectualiser l'humour. Ce qui me fait vivre et ce qui me rend heureux. C'est-à-dire que chaque jour, en fait, je vais à la boulangerie, je me marre. Je vais chez le coiffeur, je me marre. Je vois mon gardien, je me marre. Je vois les femmes de ménage dans mon immeuble, je me marre. Et je sais qu'on peut rapidement intellectualiser l'humour et tout de suite devenir très sérieux là-dessus. Parce que j'ai eu des gens autour de moi comme ça que j'ai trouvé assez à l'écoute de ce qui faisait rire, pas rire la journée, alors que le soir, ils étaient super drôles. Et je me suis dit, j'ai l'impression qu'ils sont très observateurs là-dessus et du coup, ils en oublient la journée. Ils en oublient l'instinct, ce qui a fait qu'aujourd'hui, ils réussissent de par leur art en étant sur scène. Mais j'ai envie de garder ça pour moi, j'ai envie de garder ça pour l'instinct, j'ai envie de garder ça pour la vie, pour mes amis. Moi, j'ai un ami qui m'a dit, dès que tu ouvres la bouche, tu perds de l'argent, mais j'ai pas envie d'utiliser voilà, ma nature pour spécialement... Non, c'est vraiment un choix. C'est un choix. C'est un choix, peut-être pas... je me ferme pas, en tout cas, hein, ça peut arriver peut-être plus tard. Mais un rôle cas, au cinéma où tu aurais peut-être un rôle d'humoriste. Ouais. Tu vois. Ça me plairait peut-être bien, ouais. Parce que j'allais te poser la question. Bon, on va revenir sur ce que tu as fait, Ouais. etc. En fait, finalement, c'est le Club Med qui a été le déclic pour que tu deviennes comédien. Alors ça, c'est encore une autre histoire. Parce que j'ai pas spécialement aimé le Club Med. J'ai pas aimé. Je me suis toujours barré en cours de saison. Parce qu'il y avait ce problème d'humain, justement. Tout ce qui est super en surface pour les clients, ben, en backstage, tu peux t'imaginer qu'il y a vraiment... on tire dans les pattes, il y a de la jalousie, c'est des faux sourires, c'est une fausse amitié entre les animateurs, etc. Et pour l'anecdote du Club Med, en fait, c'est au moment où j'étais en BTS Action Commerciale, je bossais sur une boîte sur les champs, il n'y avait pas d'internet à l'époque, donc il fallait démarcher, sonner à toutes les portes, les sociétés qui utilisaient la photo, parce que je bossais pour un laboratoire photo. Et là, je passais les barrages, on m'avait pris parce que je passais les barrages. Et j'en avais marre, à un moment donné, je me suis dit, tiens, ce patron qui m'a dit, écoute, si tu arrives avec une 50aine de contacts, tu auras une prime. Et je me rends compte qu'au bout du double, en fait, il me donne rien. Donc je me dis, je vais pas me faire avoir. Je vais essayer comme il m'a eu, je vais essayer de l'avoir. Je vais aller à la poste d'en face, je vais aller sur le Minitel et je vais noter toutes les rues avec toutes les entreprises et je vais cocher non, voilà, pour me dire que j'ai bossé et je rentre chez moi. Et puis un jour, je tombe sur un magazine juste devant. Alors pourquoi je parle du BTS? Parce que c'était juste devant la boîte où je bossais. Je vois un kiosque à journaux et puis je vois Télérama et on m'avait dit qu'à la fin de Télérama, il y avait des propositions de boulot et je vois Club Med recrute. Et comme je bossais pour plein de... j'étais animateur colo, j'avais fait des BAFA, etc. Et puis il y a un club de vacances avec mes parents dans un club qui n'était pas le Club Med. Je me dis, tiens, Club Med recrute animateur pour adultes. Donc je dis, c'est cool, quoi. C'est animateur polyvalent et tout, je vais y aller. Et puis en fait, je vais me rouler. Et en fait, j'envoie cette lettre. J'étais animateur pour enfants, j'aimerais bien être animateur pour adultes chez vous et tout. Je reçois un courrier qui me donne rendez-vous à une adresse dans le 19e. J'y vais et là, je pensais avoir affaire à un bureau, en fait. Une personne qui prend mon CV, voilà. Et en fait, je me retrouve tout de suite avec on me dit pousser. Je me souviens. Non, mais c'est marrant, ça revient là. Donc je dis bonjour, je viens pour l'entretien et tout, pour être animateur et tout. Bah, c'est la petite porte là-bas. Et je pousse la porte et je vois 400 personnes plus une scène. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à avoir une personne qui me recrute. Alors vous avez bossé, voilà, on va vous envoyer là, voilà. Et là, je m'assois à côté d'un mec et tout. Je dis putain, c'est quoi ça? Il me fait bah là, faut faire un sketch et puis il faut
où Et puis ça revient dans ta vie, tout ça. le côté sketch, Mais ouais, mais je dis, mais la pourtant, scène. Ouais. C'est assez bizarre. C'était un prélude en fait. Bah ouais, j'arrive là, c'était pas prévu, quoi. Et je vois et j'en étais 400 et je vois des mecs passer les uns derrière les autres. Alors il y a des Belges, des Espagnols, il y a des mecs de Bordeaux, des mecs de partout. Et moi j'étais là en tant que spectateur. Et puis je dis, mais. Et en fait, je dis jamais je vais monter, je vais aller faire mon sketch ou quoi que ce soit. J'ai rien de prévu. Je pensais arriver à un entretien. Et la journée passe parce que ça durait du matin jusqu'au soir. Et puis j'étais à côté d'un trublion à côté de moi qui était un peu comme moi, qui me disait ouais, moi je vais rien faire et tout. On regarde et puis on se barre. Et au fur et à mesure de la journée, donc les uns passent les uns derrière les autres. Puis il y en avait qui étaient entre guillemets un peu, c'était un peu triste ce qu'ils faisaient parce qu'ils faisaient des sketchs et puis ça se marrait pas et puis c'était même un peu pourri. Et quand j'entends des rires, je regardais celui qui se marrait. Et celui qui se marrait, c'est le recruteur. Donc j'ai remarqué qu'il se marrait quand la personne était en difficulté ou quand la personne n'avait rien préparé. Donc ça a commencé à me rassurer. Je me suis dit tiens, je vais peut-être y aller finalement parce que moi j'ai rien préparé. Et donc on n'était plus que 3 à passer. Puis moi je passe vers la fin. Et là je lui explique tout simplement ce qui s'est passé, quoi. Puis il était mort de rire. Et finalement sur les 400, on a été 3 à être pris. Ah ouais. Donc il y avait sur les 2 sessions, ça faisait 400 et 3 personnes qu'on connaît aujourd'hui. Trop bien. Donc il y avait Pascal comment il s'appelait, Stéphane de Groot, qui était avec moi. Et puis celui qui faisait à l'époque, comment il s'appelait à l'époque, celui qui faisait, c'était un blond là, qui faisait un truc sur France 2, bref, je sais plus, mais qui faisait des sketchs. Mais c'est fou parce que ils ont réussi à nous détecter tous les 3, 20 ans après, 25 ans après, on se retrouvait à être dans le métier. Donc ils avaient un petit peu le nez. Exactement. Et puis voilà. Donc, mais tu pourras couper tout ça parce que quand je parle, je m'arrête plus. Hein. Mais attends. Coupe. Hein. C'est une catastrophe. Hein. C'est une interview authentique. Ah ouais, non, tout est intéressant à prendre. Mais tu vois, en fait, ça montre dans ton thème l'envie et le besoin, finalement, d'avoir aussi une forme de fédération, plusieurs communautés, comme si tu avais plusieurs familles autour de toi, plusieurs familles de cœur. Tu vois, parce que tu es quand même très éclectique dans ta manière de fonctionner en tant qu'artiste. Ouais, c'est-à-dire que ça aurait pu être. Le cinéma, la chanson, les imitations, enfin. T'as composé aussi la chanson de Qu'est-ce qu'on a fait au monde, c'est toi qui l'as composée en fait. Elle est géniale celle-là. Ouais, j'aime bien, j'ai toujours aimé. Puis moi, j'ai chanté avec un ami qui était avec moi en primaire, que j'ai retrouvé 20 ans après. C'est qui T'as Thierry, non? Ouais, Thierry, ouais. Thierry. Le groupe Médité. Ouais, et c'est super drôle parce qu'il était dans ma classe en maternelle, CP, CE1, CE2, CM1. Et puis on était dans le même club de foot, et là je le revois plus. Enfin, je le croise une fois dans ma vie, comme ça, 10 ans après, puis après je le revois plus. Et là, donc, au Club Med, donc pour t'expliquer que le Club Med, j'aimais pas trop, parce qu'une fois que tu essayais de faire un truc, on mettait des bâtons dans les roues, etc. Donc là, je décide de me barrer. Et avant de me barrer, il y a une dernière soirée au Club Med, où il y a des hôtesses à l'époque de bière qui présentaient des trucs un soir, et puis qui me dit « Ouais, tu me reconnais pas ?» Je dis « Bah non. » Bah, je suis la copine de ton copain d'enfance et tout. Mais bon, voilà, tu t'en souviens pas. Et j'aimerais bien qu'on lui fasse une surprise au mois d'octobre et tout, comme tu l'as pas vu depuis 20 ans. Et là, c'était Thierry. Donc, je suis allé chez lui, genre 20 ans après. Puis là, on a décidé d'aller chanter ensemble au karaoké, faire un groupe et puis faire le gospel. On a fait du gospel, on a fait plein de groupes, plein de morceaux reggae, raga, etc. Ouais, t'adores le karaoké, j'ai vu ça. ouais, c'est cool le karaoké, ouais. Et pour toi, chanter, ça a été naturel? En fait, tu dirais que tu préfères quoi aujourd'hui? Ton métier de comédien ou de chanteur? Si tu devais vraiment choisir une bataille et t'investir à fond, ce serait quoi? Parce que je te vois souvent sur les stories en studio, tout ça. J'aime bien chanter, en fait. J'aime bien chanter parce que c'est une énergie que tu peux dégager, que tu peux canaliser sur un support. Dans un studio, je me sens souvent plus libre que sur un plateau, parce que je suis avec mon casque, et puis tu peux dégager plein de choses. Enfin, je m'amuse plus, en fait. J'aime bien m'amuser avec ma voix, j'aime bien m'amuser, j'aime bien dégager l'énergie, parce qu'en fait, tu arrives à dégager beaucoup plus d'énergie en chantant qu'en jouant. Parce qu'en jouant, on te demande d'être dans un rôle, t'es un peu fermé, tu peux pas sortir de ton texte. Alors, tu peux apporter ta touche, hein, quand c'est une comédie, mais c'est très limité. Et je pense qu'au théâtre, justement, on peut dégager beaucoup plus de choses que sur un plateau de cinéma ou de télé. Mais moi, c'est vrai qu'en studio, moi, j'aime bien chanter. Ouais. C'est quoi le tournage de film qui t'a le plus enchanté, sur lequel t'as pris le plus de plaisir? La Dream Team. Ok. Pourquoi? Parce que ouais, t'es passionné de foot aussi.
Alors oui, alors même si le foot c'était une toile de fond, j'ai quand même vécu des trucs de fou sur ce film-là, qui était un tout petit film à la base, mais je me suis quand même retrouvé à jouer avec le monstre sacré Gérard Depardieu, qui jouait mon père. Mhm. Il y avait un effort considérable avant de faire ce film, c'est-à-dire que je devais perdre 12 kilos en un mois Ok. pour entrer dans la peau d'un footballeur, de manière à être crédible sur la pelouse du Parc des Princes, Mhm. où j'étais entouré de 40 000 personnes, et puis voilà, il fallait marquer un but pour les images du film, avec les vraies caméras de Being Sport qui étaient dans les tribunes. Et là, je rencontre les joueurs qui sont pas au courant. Enfin, il s'est passé des trucs de fou, quoi. Ouais, j'ai vu Ce des film-là. extraits Et j'étais relativement libre sur ce tournage-là. où dans les vestiaires, finalement, ils te prennent comme un des leurs, quoi. Bah, ça a été un vrai hold-up, en fait, parce que l'idée, c'était d'avoir 9 minutes à la mi-temps où je marquais un but. Donc ça, c'était vraiment sur le plan de travail. Donc ils avaient organisé avec le PSG, la direction, de manière à avoir 9 minutes à la mi-temps, de manière à avoir les images du film. Et la semaine d'après, on arrive à se dire, tiens, on va peut-être aller faire un tour au Parc des Princes encore, parce qu'on a encore les accrédite, et on nous autorise à venir, mais pas pour aller sur le terrain, pour aller un peu dans le vestiaire, etc., regarder. Et là, il y a une idée du réal qui dit, tiens, les joueurs sortent, on va essayer de demander au mec qui les filme en direct de Canal s'il peut pas te filmer en même temps. Comme ça, on va, si les images sont dans la boîte, tant mieux, et puis si on n'a rien, tant pis, quoi. Mais en tout cas, ce qu'on devait avoir, on l'a vu sur le terrain la semaine dernière, là, on va essayer. Et le mec, il dit, bah non, vous vous rendez pas compte, je peux pas faire ça et tout. Puis après, négoce, on lui dit, ouais, tu seras sur les crédits du film, il y a quand même Depardieu. Bon, ok, j'ai une idée, je vais essayer de me renseigner quels sont les joueurs qui sortent du vestiaire. Et puis, je trouverai une combine pour continuer à te filmer derrière. Et puis, et donc, il va se renseigner, il voit que le dernier joueur qui sort du vestiaire, c'est Cavani. Enfin, il l'apprend. Et il s'est dit, quand Cavani va sortir du vestiaire, je le suivrai de dos. Pendant ce temps-là, tu iras tout de suite montrer tes crampons et je reviendrai sur toi comme si tu étais le dernier joueur et puis on verra. Et finalement, ça se passe vraiment comme ça. Là, c'est fou, quoi. Parce que finalement, moi, j'étais fan de ces joueurs-là. Les mecs, ils jouent les Coupes du Monde. Puis, il y avait quand même des gros joueurs au Paris Saint-Germain. Tu vois, c'est des joueurs intouchables. Tu peux pas les approcher. Puis, quand tu aimes le foot, voilà, ça te parle. Donc, je me retrouve derrière lui. La caméra, elle est là. Et le mec, il filme. Et là, à ce moment-là, tu peux pas... tu es censé être un joueur de foot. Tu es censé être présent dans t'es censé aller jouer un match. Donc, si tu commences à surjouer un peu, ça fait sketch. Donc, j'étais derrière une idole où je devais rester normal, quoi, comme ça. Voilà. Sauf qu'il reste très longtemps et je me dis, bon, ça, on l'a. Ok, dans ma tête, je dis, on l'a. On a les images où je suis derrière lui en attente, mais il faut qu'il se passe un truc. Et là, je commence à lui mettre une petite tape aux fesses. Bah, Cavani, quoi. Celui qui connaît Cavani. Et le mec se retourne sur moi, il me check et il se remet droit, focus au match qui l'attend. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, le mec qui a pas vu que j'étais pas dans son équipe, quoi. Ça, c'est fou. Et après, je me suis dit, peut-être qu'il s'est dit, au PSG, ça rentre, ça sort, ou c'est peut-être un joueur qui est... Mais là, j'étais en jubilation totale. Et donc, il y avait ce genre de truc là qui était très cool, plus plein de Depardieu avec lequel tu commences à faire une scène. Et puis, tu te rends compte qu'il y a une grande simplicité. C'est-à-dire, plus la personne a du talent, bah, moins elle se la raconte. Mhm. T'es pas en train de dire, ouais, je suis Gérard, attends... viens quand je te le dis, ou je vais pas manger avec toi, on se retrouve que sur le plateau, et puis faut pas m'approcher. Tu vois, les mecs, ils ont un talent tellement brut, ils le savent même pas, que quand tu joues avec lui, bah, c'est comme si tu jouais pas, quoi. Comment tu l'as vécu, justement, les polémiques qu'il y a eu à son sujet? La justice. Ouais, toi, Moi, je peux rien dire, hein, tu vois. Celui qui a... S'il a raison, il sera sauvé. S'il a tort, bah, il aura ce qu'il mérite. Mais oui. C'est tout, basta. 8, sens de la justice. Ah non, moi je suis dans la... Moi, je suis un révolté pur et dur. Ah, mais ça, c'est le 8 et le 5. Je peux pas être dans... Je peux pas. L'hypocrisie, ça, c'est pas possible. L'hypocrisie sociale, ouais. Ouais, c'est très, très compliqué. Mais c'est ça que j'aime chez toi. Ces valeurs humaines, ces valeurs de cœur. Bah, le truc que t'as en toi, tu vois. Tu vois, ça me fait réagir tout de suite. Je te laisse même pas parler, je te laisse même pas me poser. Ouais, mais vas-y, mais t'as le droit. Hein, non, mais c'est ça, c'est qu'en fait, t'as envie de... Enfin, la vérité, c'est un peu l'instinct de survie, quoi. C'est quelque chose qui te... C'est une logique humaine qui me fait réagir automatiquement. Dès que je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas vrai, tout de suite, je suis obligé de dégainer. Mm-hmm. Quand je sens qu'un bonjour est fake, moi, dans l'ascenseur, souvent, dans mon immeuble, je dis bonjour, on ne me répond pas. Alors, je me dis, tiens, peut-être qu'il est sourd. Je vais répéter, bonjour. Là, il a entendu, mais il ne me répond pas. Donc, peut-être qu'il est dans ses pensées. Troisième fois, bonjour. Et puis, des fois, je crie dans l'ascenseur, bonjour. Bah alors, mais ça va pas ou quoi? Je vous souhaite... Enfin, c'est-à-dire que j'utilise mon énergie pour vous souhaiter une journée agréable. Et vous, il n'y a pas un regard. Enfin, moi, je suis cash. Je leur dis, il n'y a pas un regard, vous ne me répondez pas.
Parce que toi, tu as cette ouverture. Tu as vraiment cette ouverture, tu vois, dans ta clé d'évolution, dans ton nombre d'expression, tu as ce besoin de contact avec les gens, avec les humains. Enfin, tu as besoin de partage. Et ça, c'est pas forcément tout le monde, puisque les gens, ils sont quelque part un peu toujours, enfin pas tout le monde, mais calibrés sur leur pensée, leur quotidien. Mais toi, tu es là, je pense, pour diffuser et pour redonner un don, pour aider les gens à retrouver la joie de vivre aussi. Dans les nombres de ton thème. D'accord. Dans le désir, les rêves les plus fous et les plus profonds, on a le 6, et ce besoin d'harmonie, de communauté, et ce besoin finalement d'authenticité, de sincérité, tu vois. Ça fait partie de l'histoire, si je puis dire, entre guillemets, de ton âme. D'accord, bah, merci. Mais Comme si tu avais pu, alors je sais pas si tu crois aux incarnations, réincarnations, bon ça c'est mon métier, c'est un autre sujet, mais je reçois pas forcément toujours des gens qui y croient. Mais tu vois, comme si dans l'histoire de ton âme, tu avais pu vivre l'injustice par rapport à ceux qui possédaient et ceux qui n'avaient rien. La différence sociale, tout ça, les choses comme ça, est-ce que c'est des sujets qui te touchent? bah, complètement. Comment tu œuvres de ton côté? Bah, pour moi, le cœur, c'est l'harmonie des hommes. Plus on est ensemble, mieux ça marche. Oui. Il faut s'aider, il faut se tirer les uns les autres. Celui qui n'arrive pas, il se fait aider par celui qui arrive. La communion. La communion, il n'y a rien de plus heureux que la communion. Enfin, on vit avec les gens. Bien sûr. Le jour où Mars va nous attaquer, on va dire « Ah bah non, merde, il n'y a plus de Chinois, il n'y a plus d'Africains. Enfin, on est tous pareils, en fait. Venez, on est ensemble, finalement, contre cette galaxie qui nous attaque. Il n'y aura plus de couleur de peau à ce moment-là. Il n'y aura plus de différence, il n'y aura plus rien. Mais je pense que cette différence, on nous l'a fabriquée un peu. Parce que moi, je me souviens que quand j'étais petit, on ne voyait pas de couleur de peau du tout. On envoyait un message à un cœur, et ce cœur nous renvoyait un message. Qu'il soit asiatique, qu'il soit africain, qu'il soit maghrébin, qu'il soit juif, catholique, musulman, bouddhiste, athée, on répondait uniquement en fonction du message que notre interlocuteur nous envoyait. Le reste, c'était une enveloppe charnelle banale. Qu'il soit noir, qu'il soit jaune, on s'en foutait de ça. Et donc, on fonctionnait que d'âme à âme, comme ça, jusqu'au jour où on nous a dit, alors je ne sais pas qui, attention, vous n'êtes pas pareil. Ah bah ouais, merde, c'est vrai que, ah putain, ouais, ta couleur, elle est noire. Ah bah toi, ta couleur, elle est plus claire, ta couleur. Et là, on s'est dit, ah ouais, ok, d'accord, on est un peu différents, en fait. Mais ça, je l'avais pas vu. Puisqu'on se parlait, on jouait ensemble. Et là, aujourd'hui, ah ouais, c'est vrai qu'on constate que... Et après, voilà, j'ai l'impression qu'on nous a un petit peu séparés. Mais justement, dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'est vraiment le film idéal pour parler de ça. Bah ouais. Ouais, parce qu'après tout ça, donc après la création des différences, parce que pour moi, il n'y avait pas de différence entre les hommes, entre l'humain, il n'y a que des cœurs qui battent, et ben il a fallu ce film tomber à point nommé, justement, puisque au moment où on parlait de toutes les polémiques à la télé, ce film est arrivé et a mis tout le monde d'accord. Parce que quand on a fait cette tournée en France, on a fait au moins 70 dates, hein, c'était avant que le film sorte, on a fait toutes les petites villes de France, on n'a pas fait les grosses villes, on a fait des petites villes en escargot comme ça en France. Et là, on s'est rendu compte que les gens étaient debout à la fin de à la fin du film. Ils nous disaient, mais vous parlez de nous? C'est de nous dont vous parlez? Parce que regardez, moi je suis marié à une malgache, moi je suis breton, ma femme est africaine, moi je suis chinoise. Et puis c'était même pas uniquement des différences ethniques, c'était après des différences régionales. Ils disaient, oui, regardez, ma fille, j'ai voulu la marier avec un Normand, parce que nous, on est bretons de père en fils depuis des générations, ça a été un scandale dans la famille, et puis on dirait que vous parlez de nous aussi. Puis après, c'était même épidermique. Ah ben on pensait, parce qu'on parlait avec les gens, hein. Mais Tous ces gens nous envoyaient des témoignages, je disais, regardez, nous, dans notre famille, avec des roues, et là, elle nous a ramené un brin et tout, mais ça nous a perturbés aussi, donc on a l'impression que vous parlez de nous. Tous les gens se sont identifiés de près ou de loin à la problématique de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'est-à-dire, quand on ne connaît pas, eh ben on préjuge. Ouais. Je ne connais pas, donc je préjuge. Mais qu'est-ce qui fait qu'on préjuge quelqu'un sans le connaître? C'est ça. L'anticipation, j'anticipe de ne pas t'aimer, parce que physiquement, tu ne corresponds pas à ceux qui sont de la famille. C'est compréhensible, c'est humain. Ça peut être compréhensible. Voilà. Même chez les animaux, je pense qu'un chat, s'il voit un serpent, il va dire non, je veux pas. Je trouve le serpent, il est cool. Mais en tout cas, ouais, ce film a fédéré complètement. C'est pour ça qu'il y a eu 13 millions d'entrées, quoi. Ouais. Non, mais c'était chouette. Hein, c'était la folie, ouais, c'était la folie. T'as dû prendre beaucoup de plaisir sur ce tournage. Ouais, on s'est marré parce qu'on a été castés dès le départ. Puis après, t'as fait Made in China avec un de tes acolytes.
Ouais, on a fait Made in China. Donc là, tu as dû te sentir dans ton élément, parce qu'en ayant grandi dans le 13e, dans le quartier chinois, toute cette culture asiatique, finalement, dont tu as l'air assez proche, ça doit être génial. Ouais, parce que mon premier copain s'appelait Li Bunshan. Il était laotien d'origine chinoise en CP. Il habitait dans la tour à côté de chez moi. Et puis j'allais manger chez lui avant que les premiers restaurants arrivent dans le 13e. Donc il me disait, viens chez moi. Donc on avait 5 ans et demi, 6 ans. C'est-à-dire qu'on se baladait dehors à 5 ans et demi, 6 ans quand même, pour aller à l'école, tout seul. On me prenait l'ascenseur tout seul. Ma mère, elle me disait que je prenais le tabouret pour appuyer sur le bouton et puis descendre en bas jouer à 4 ans. Donc il n'y avait pas de problème. Et donc j'allais manger chez lui, sa mère nous faisait des petits trucs comme ça, et je trouvais ça super bon, des petits morceaux de poulet, des petits... Et ouais, j'avais mangé mes premiers pâtés impériaux, parce qu'à l'époque on disait pas nem encore, on disait les pâtés impériaux. Ils étaient gros comme ça, alors que maintenant ils font des tout petits trucs là, qu'ils ont roulé 50 fois la feuille de riz, et plus les années passent, plus il n'y a rien à manger dans le nem. Avant il y avait juste une fine couche de trucs, puis à l'intérieur c'était super bon. Donc, c'est quoi ta question déjà? On parlait de Made in China que tu avais fait avec ton acolyte. Ouais, Made in China. Bah oui, là j'étais à domicile, donc je descendais de chez moi, je tournais, quoi. C'était cool. Ça, c'est trop bien. Et puis voilà, Fred Shaw aussi a une terrible histoire. Il a une vraie histoire à raconter sur sa vie, sur sa descendance et tout. Sauf que lui n'est pas arrivé dans le 13e, il est arrivé dans le 93. Ok. Donc, il n'a pas eu du tout la même vie que mes amis asiatiques qui ont grandi entre eux dans le 13e. Lui, il était tout seul dans le 93. Au milieu des Maghrébins, au milieu de tout le monde. Bah, il sera le bienvenu dans les studios s'il veut nous raconter. Ah, je suis sûr qu'il se fera un plaisir de venir, ouais. Trop chouette. Est-ce que tu as déjà eu un tournage qui t'a challengé, qui t'a mis au défi, un tournage sur lequel tu n'as pas été hyper à l'aise? Est-ce que tu as eu des coups bas dans le métier? Est-ce que tu veux en parler? De toute façon, c'est au quotidien, hein, ça. De toute façon, dès que tu es dans l'inconnu, tu te laisses toujours surprendre par l'instant. Si tu commences à être dans la douceur, bon, j'ouvre la porte, là, c'est un peu... Enfin, ici, je sais que je suis bienvenu, mais si j'arrive si on me dit demain, tu as un tournage pendant une semaine, je vais avec ma joie d'aller tourner. Mais à chaque virage, il y a une surprise. Et cette surprise, c'est pas que de la joie. Il peut y avoir, ah bah merde, je m'attendais... Là, la surprise, je l'attendais à 10 sur 10, bah finalement, c'est du 7. Donc, tu es un peu déçu. Ah merde, ah ouais, d'accord, ok. Ah, ça, c'est par terre, il y a des petites embûches, là, donc il faut que je lève la jambe. Ok, d'accord, contrainte. Donc oui, il y a toujours des petites contraintes sur les tournages parce que... c'est pas toujours aussi confort que tu le penses. C'est-à-dire que quand tu vas lire le scénario, tu vas dire c'est cool, l'idée me plaît, j'ai accepté de faire ce film-là parce que le scénario me plaît. Et le scénario, moi, je l'assimile toujours à un jeu de société. C'est-à-dire, est-ce que j'ai envie de jouer à ce jeu de société-là? Ouais. Donc, pour vraiment être en phase avec moi-même, quand tu vas dans un magasin de jouets, tu peux y aller seul pour acheter un jeu de société où tu vas jouer avec d'autres, mais tu regardes s'il te plaît toi. C'est toi qui décides de l'acheter. Donc, ce jeu de société, ah ouais, j'aime bien jouer de société, c'est cool, il y a des super questions, on va bien s'amuser et tout. Toi, tu vibres en achetant ce jeu de société. Et après, tu sais pas avec qui tu vas jouer. Donc, la deuxième condition, c'est, mais j'ai envie de jouer avec lui et lui et lui. J'ai pas envie de jouer avec des gens que je connais pas, sinon je vais m'amuser, mais est-ce qu'ils vont pas être mauvais joueurs et tout ça, machin. Donc, j'essaie de réunir tous les éléments de façon à ce que le film me plaise. Parfois, c'est pas toujours le cas. T'as le jeu de société qui est cool, mais t'as pas les copains avec qui tu vas jouer. Ce serait quoi le scénario d'un film idéal pour toi? L'humaniste, le fédérateur, celui qui va fédérer tous ceux qui se préjugent entre eux. Et ben voilà, c'est l'incarnation totale du 8. Tu vas l'écrire ce film? Ah, je sais pas si après, quand tu commences à faire un film comme ça, on va te taxer de... Alors après, je m'en fous de ce qu'on peut te dire, mais c'est un peu utopique, un peu... On va dire pour qui... Non, mais c'est sûr que... Je pense qu'il y a besoin de ça. Hein. On a besoin de ça, ouais. Évidemment. À toi, avec ton 8, tu peux largement être légitime sur ce genre de truc. Hein. Bah, tu vois, la chanson de Qu'est-ce qu'on a fait au bon lieu, mais oui. Les paroles, c'est un peu... c'est de fédérer, mais c'est qu'une chanson. Et on peut... bah écoute, ouais, j'aimerais bien faire quelque chose comme ça. En tout cas, tout va dans ce sens-là. Dans ma vie, tous les jours. Quel conseil tu donnerais à des jeunes qui sont découragés par le métier ou qui ont envie de se lancer? Alors moi, j'ai pas eu le parcours académique, hein, comme tu as peut-être pu le voir. J'ai jamais fait un cours de théâtre. Ouais, t'as pas fait de théâtre du tout? Parce que j'estime qu'on apprend la vie dehors directement avec les gens. Donc moi, je parlais aux clochards. J'ai jamais estimé perdre de temps à parler à des gens dehors qui soient clochards, qui soient jamais perdu de temps. En fait, voilà, il faut aimer les gens. Je pense que pour ce métier-là,
il faut aimer les gens, parce qu'on raconte la vie des gens. Il ne faut pas faire ce métier-là pour se regarder, parce qu'on est sur un autre métier. Dans ce cas-là, sur un métier de lumière, est-ce que ce ne serait pas plus le mannequinat, être modèle, ou être, je ne sais pas, pour vraiment avoir envie d'être reconnu physiquement, c'est pas le métier d'acteur ou de comédien qu'il faut faire. C'est un métier d'image, mais uniquement d'image. Je pense, hein, de modèle, de mannequinat, voilà, parce que j'ai souvent parlé à des jeunes qui me disent mais t'es connu, toi? Je dis bah, je sais pas. C'est vrai que vous êtes connu? Bah, je dis tu me connais? Non? Bah, alors je suis pas connu. Eh si, toi tu me connais? Alors voilà. Enfin, être connu, c'est pas un métier. Parce qu'il y en a qui veulent être connus. Ouais, je veux être, par exemple, qu'est-ce qu'ils disent? Je veux être influenceur. Pourquoi tu veux être influenceur? Pour être vu, tu veux être dans influenceur, il y a tout. Hein. C'est-à-dire que toi, les gamins, ils voient des images passer où les mecs sont comme ça devant la caméra, en train de soit vendre quelque chose, soit faire les comiques, soit les influencer sur je ne sais quoi. Mais en tout cas, qu'est-ce que tu veux faire si on te met une caméra et que tu veux être influenceur? Tu veux vendre quelque chose ou tu veux faire ça pour que les gens te reconnaissent physiquement? Parce que ça, c'est un autre problème, ça. Si tu veux qu'on te reconnaisse physiquement, il faut peut-être, je sais pas, si tu veux que les gens rient. Enfin, j'essaie de décortiquer un peu ce métier parce que influenceur, c'est un peu vague chez les gens. C'est-à-dire qu'ils peuvent passer à un moment donné d'une vidéo où ils font rire à un produit qu'ils vendent. Dans ce cas-là, c'est commercial. Parce que j'avais croisé un prof en bas de chez moi qui me fait ah, Mehdi, qu'est-ce que tu fais là? Je dis bah, bonjour, vous êtes qui? Je suis professeur au collège un peu plus loin. Ah, d'accord, vous enseignez quoi? L'anglais, puis je sais plus quoi. Je dis d'accord. Et il me dit ils veulent être influenceurs. Je dis bah, essayez de décortiquer, de savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire là-dedans. Influenceur, c'est commercial, faire rire, être vu, jouer le mannequin devant ces trucs. Et ce qui est décortiquer, savoir s'ils veulent être vus, ils font ce métier pour être vus, ou par passion pour ce qu'ils cherchent à faire derrière ce métier d'influenceur. Et c'est un mélange de tout un peu. Et la reconnaissance physique est liée à un besoin d'amour généralement. Parce que dans la rue, quand les gens te reconnaissent, ils sont contents, ça gonfle l'ego, ils sont très heureux, etc. Mais ça c'est le faux ami du comédien, ça. Parce que si tu fais ce métier dans le but d'être reconnu physiquement, c'est un problème psychologique. Donc tu as un problème d'amour, un besoin d'amour, de reconnaissance. Et j'explique à ces jeunes-là tu peux être reconnu physiquement, tu peux faire toutes les claquettes que tu veux sur Internet, faire du bruit dans la rue de manière à ce que les gens te reconnaissent physiquement. Je fais référence aux téléréalités, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire ce métier-là, ils vont être reconnus physiquement, mais on va dire mais pourquoi? Je te connais, mais je connais pas ton métier. Oui, je te reconnais physiquement. Et ils vont se satisfaire de ça, ceux qui font les téléréalités. Enfin, je crache pas sur la télé-réalité. Mais souvent, c'est pour être reconnu physiquement. Ah, c'est bon, on m'adule. Mais on m'adule pourquoi? Parce qu'on m'a vu en matraquage sur les vidéos, mais pour aucune raison, en fait. Exactement. Non, mais je te rejoins. Donc, tu vois, toi, tu es dans la défense de l'être plutôt que du paraître. Bah ouais. Et pour terminer, un médecin qui cherche à se cacher parce qu'il exécute très bien son métier, s'il travaille très bien, bah, tout le monde parlera de lui à l'extérieur. Et le jour où il va sortir, on va dire « Ah, vous êtes le médecin qui travaillait là, ouais, vous êtes super. » Bah ouais, mais moi je demanderais « Ouais, mais non, mais vous travaillez tellement bien que vous êtes connu. » Donc c'est vraiment, être connu, c'est le résultat d'un travail et pas quelque chose qu'on peut avoir sans travail, quoi. Voilà, en faisant on peut faire toutes les claquettes qu'on veut, on ne saura pas pourquoi. C'est l'aura aussi ce que tu dégages. Finalement, la résultante, c'est ça, quoi. Le plus important. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, je me sens un peu... je suis en révolté d'amour, en fait. J'ai envie que les gens apprennent à se connaître, arrêtent de se juger, et puis remettre tout le monde à plat et leur montrer qu'on est pareil et faire vibrer leur cœur, en fait. Mais je pense que tu le fais très bien. Refaire vibrer les cœurs, parce que les cœurs sont un peu éteints, et j'ai remarqué qu'on peut faire rire plus facilement aujourd'hui qu'il y a 20 ans. À l'époque, il fallait avoir une bonne vanne, il fallait avoir des bonnes répliques, des trucs un peu fins, un peu intelligents, pour que les gens se disent « Ah ouais, voilà ». Et maintenant, tu peux faire un P sur scène, les gens vont se marrer, tellement ils ont besoin de se marrer. Ils ont besoin du truc qui vont déclencher le rire. Déclencher ce truc qui va les sortir d'une tristesse, les sortir d'un... Ouais, ils sont dans un tube, là. Ils sont dans un tube. Donc dès qu'il y a un peu d'audace, hop, tout de suite, ça rit.
C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de gens sur scène faire du stand-up, des one-man, un peu d'audace, ils y vont. Et puis il y en a de plus en plus, mais il y a à prendre et à laisser. Exactement. Parce qu'encore une fois, des gens montent sur scène pour qu'on les regarde eux et pas pour partager. Il y a le partage et il y a regardez-moi. Exactement. Et ça, on le sent en chanson. Ça, c'est un truc qu'on perçoit plus avec un chanteur qu'avec un mec qui fait du one-man. Parce qu'en one-man, il a son texte, il a plein de vannes et tout, il va faire réagir le public, il va faire rire, mais on ne sait pas s'il fait ça pour qu'on le regarde ou pour partager. Alors qu'en chanson, un chanteur, on voit s'il chante pour lui ou s'il chante pour le public. Moi, j'ai vu des mecs qui déchiraient sur scène en chanson. Je dis, bah merde, je ressens rien. Pourtant, le mec, il envoie de la vibe et tout, machin. Et on sent qu'il chantait pour lui. Alors que quelqu'un qui chante pour le public, on le sent tout de suite. Transmet tout de suite. La musique, c'est un truc qui ne pardonne pas. Trop chouette. Mehdi, on va bientôt devoir se quitter. Eh ouais, mais non, mais Déjà. j'arrête pas de parler, là. C'est pas possible. Non, mais c'est trop Dites quelque chouette, chose, monsieur. Il est formidable. Comment il s'appelle? Marc. Marc. C'est notre Marc à la régie. producteur. Pour conclure, je vais te demander de... T'as réussi à me poser toutes les questions que tu voulais me poser? Ouais. Je te jure. Parce que du coup... Non, j'avais décidé de te laisser parler parce que si j'avais des questions clés que je voulais te poser, je les ai posées. Ouais. Ah si, peut-être une. Avec quel acteur, actrice tu rêverais de tourner aujourd'hui? Reda Kateb. Ok. Ouais. Vraie belle âme. L'invitation est lancée. Ouais. On va prendre le dé des nombres. Ouais. Donc tu vas le prendre et tu vas le lancer. On va voir le nombre conseil qui a quelque chose à te dire. Hop là, je me sens réfléchir. Et ben tu vois, c'est le 8, c'est le nombre de ton chemin de vie. Ah, c'est fou ça. Hein. C'est fou, hein, tu vois, comme quoi la numérologie est hyper cohérente. Et en plus, là, je vois le 5 et le 4. Le 5, c'est ton chemin d'expression. Et le 4, c'est ton nombre ressources, c'est tout le travail, tout ce dont tu es capable. On n'a pas parlé de ton nombre ressources, mais c'est vraiment le joker et la botte secrète de l'âme. Et chez toi, c'est tout ce que tu es capable de donner aux gens. Et c'est ce côté que moi, je trouve très solide en toi. Voilà. D'accord, bah merci. Écoute, ouais, je connaissais pas trop la numérologie, mais je suis très heureux de savoir. Alors 8, je savais, hein, c'était le chiffre infini et tout ça, mais le reste, je savais pas. Bah, le 5, c'est la liberté, la diversité. Ta clé d'évolution, le 6, c'est le côté communautaire. Ce côté qui a besoin en toi de partage, d'échange et d'harmonie. Et le 4, c'est le travail, etc. D'accord, mais quelle aventure! Quelle aventure! On est constamment dans un précipice, on ne sait pas ce qui va se passer dans 2 jours. On fait confiance à son instinct. Bah oui, grâce à ton 5. Et je ne sais pas si je dois rester... alors, d'après vous, je dois rester sur l'instinct et ou je dois plutôt me mettre sur le rail? Non, mais il faut que tu restes tel que tu es. Faut surtout pas que tu changes ta manière d'être. Ce serait trop dommage. D'accord. Bah, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.